Bonne nuit à tous, ici le Hall d'Histoire, votre historien dévoué. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une méthode de recherche qui vous permettra de répondre à peu près n'importe quelle question. C'est-à-dire que vous lisez un manga, ce manga présente des éléments qui vous intriguent, et bien en appliquant la méthode de recherche que je vais vous présenter, vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui a inspiré tel ou tel élément de votre manga, ou bien de votre jeu vidéo, de votre film, de votre série, etc. Peu importe. C'est vraiment une méthode qui est polyvalente, elle peut être autant utilisée par des collégiens que par des lycéens, ou bien encore par des étudiants à l'université. Donc sans plus attendre, on va commencer et je vais essayer de vous le présenter. Donc ce n'est qu'une proposition bien sûr et vous pouvez compléter ou améliorer cette méthode ou bien en choisir une totalement différente. Mais je vais vous présenter celle que moi j'applique. Alors attendez, écran, voilà c'est ça. Petite précision, quand je fais mes Let's Play Culture & Chill ou quand je fais mes autres vidéos de promenade Culture & Chill, où je vous présente donc j'essaie de vous présenter un maximum de références culturelles d'un jeu vidéo ou d'un manga, etc. Je n'applique pas à chaque fois entièrement cette méthode parce que sinon ce serait trop long. Mais si je voulais faire les choses vraiment bien, je devrais appliquer systématiquement cette méthode qui garantit quand même une certaine rigueur. Donc, méthode de recherche, je vous montre un exemple. Donc, on commence par la partie 1, questionnement préalable, et on va appliquer une méthode toute simple. Pour un questionnement préalable, c'est la méthode 3QOCP. Donc quoi, qui, quand, où, comment, pourquoi. Vous vous posez tout le temps des questions, sans cesse des questions, pour arriver à mettre en évidence ce qui vous intrigue et sur quoi vous avez envie de découvrir des choses. Donc, je vais vous présenter la petite mise en situation. Admettons que je regarde l'anime Demon Slayer. Et je vois le personnage de Sakonji Urokodaki, donc le personnage qu'on a juste ici, et son masque m'interpelle. Je me pose alors les questions suivantes. Donc, à propos de son masque. Donc quoi? Le masque de Sakonji Urokodaki. C'est ça qui m'interpelle, c'est ça qui m'intrigue. Donc c'est à propos de ça, c'est autour de son masque que je vais orienter mon questionnement et mes recherches. À chaque fois que je me pose une question, il peut y avoir plusieurs réponses ou une formulation multiple de la question. Qui, ça peut être à la fois, eh bien, je parle du personnage de Demon Slayer, à savoir Sakonji Urokodaki, mais qui, ça peut être l'auteur du manga. Donc, dans ce cas-là, c'est Koyoharu Gotoge. C'est une mangaka japonaise. Donc déjà, en me posant la question du qui et en identifiant l'auteur du manga, eh bien, je sais que c'est une japonaise et donc je peux commencer à me dire qu'il y aura des références à la culture japonaise dans cette œuvre, puisque chaque œuvre est produite dans un contexte culturel particulier. Et en tant qu'auteur, assez souvent, eh bien, on va laisser nos propres connaissances, notre propre culture, infuser l'œuvre qu'on est en train d'écrire. Alors quand, ça peut être, il peut y avoir plusieurs questions autour du quand, ça peut être quand le manga est-il sorti? Eh bien dans ce cas-là, c'est le manga sort entre 2016 et 2020, donc c'est une production plutôt récente, ou quand, par exemple, quelle est la période représentée dans le manga? Dans ce cas-là, la période représentée, c'est le Japon de l'ère Taisho, donc entre 1912 et 1926. Ou, eh bien, l'action du manga se déroule au Japon. C'est le Japon de l'ère Taisho, donc. Mais ça peut être où a été produit le manga. Eh bien, la matrice culturelle de l'œuvre est japonaise. C'est-à-dire que l'œuvre a été produite, l'œuvre a été écrite et dessinée dans un contexte culturel japonais, puisque l'auteur est japonaise. Comment? Eh bien là, le comment, c'est par exemple décrire ce que j'ai sous les yeux. Donc, le masque se caractérise par un long nez et sa couleur rouge. Ok, donc ça me permet un petit peu d'identifier ce que je vois et de mettre des mots sur ce que je vois. Et on pourra aussi ajouter que du coup, ça lui donne un air sévère. Le masque a un air sévère, avec des gros sourcils et des éléments qui forment une moustache. Ok, pourquoi? Alors ça, c'est pour essayer, par exemple, d'élaborer une petite problématique. Le pourquoi, ce serait pourquoi Urokodaki porte un masque? Pourquoi ce masque? Et si je voulais échafauder une problématique générale, elle serait très simple dans ce cas-là, puisqu'on a affaire à un sujet simple, ce serait que représente le masque d'Urokodaki. À savoir que je distingue le sujet simple du sujet complexe. Le sujet simple, c'est quand je me pose des questions à propos d'un élément
bien particulier. Là, à savoir, c'est le masque. Donc du coup, c'est un sujet simple. C'est un élément. Un sujet complexe, c'est quand nos recherches vont impliquer de faire des recherches sur plusieurs éléments en même temps. Donc un sujet complexe serait par exemple été d'étudier toute l'œuvre Demon Slayer. Il a fallu que je fasse des recherches sur les personnages, sur leurs armes, sur leurs vêtements, sur les décors, sur les paysages, etc. Ça, c'est un sujet complexe parce que ça implique beaucoup de choses. Dans le cas où ça aurait été un sujet complexe, la problématique que j'aurais élaborée, par exemple, ça aurait été donc une problématique bateau. Qu'est-ce qui a inspiré cette œuvre, donc à savoir Demon Slayer. Ça, ce serait une problématique qui implique un long développement en plusieurs parties, que ça implique pas nécessairement de faire un long développement et de le classer en parties. Juste là, un petit texte, quelques phrases devraient suffire, je pense, pour décrire simplement le masque de Sakonji, Orokodaki. Donc juste, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait notre petit questionnement préalable et qu'on sait où on veut aller, donc ce qu'on veut savoir, nous, c'est très simple, c'est ce que je disais, c'est que représente le masque d'Orokodaki, eh bien, nous n'avons plus qu'à passer à la partie 2, identifier un besoin d'information. Alors, identifier un besoin d'information, c'est... j'ai besoin de quoi pour savoir ce qu'est le masque d'Orokodaki? Je vais le développer, vous allez comprendre. Donc, quel est le sujet? C'est le masque d'Orokodaki, on l'a dit. Mais quel est mon besoin d'information sur le sujet? Est-ce que je souhaite acquérir une connaissance? Est-ce que je souhaite confirmer une connaissance? Ou est-ce que je souhaite compléter une connaissance? Acquérir une connaissance, c'est dans le cas où j'ai vraiment zéro connaissance sur la question. Donc mon besoin, il est total. Il faut que je trouve et que j'acquière cette connaissance qui me manque totalement. Confirmer une connaissance, c'est dans le cas où je pense savoir des éléments, mais je n'en suis pas sûr, je souhaite confirmer les connaissances que j'ai à ce propos. Donc ça, c'est confirmer une connaissance. Compléter une connaissance, c'est j'ai des éléments de réponse dont je suis sûr, mais il me manque des éléments pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc là, ça serait compléter une connaissance. Là, en l'occurrence, faisons comme si que je ne savais rien, même si moi, je sais effectivement ce que représente ce masque, mais faisons comme si que je ne savais rien. Donc, admettons que je veux acquérir une connaissance, je ne sais absolument rien à ce propos. Eh bien, je veux apprendre quoi? Ce que représente ce masque. Quel est mon but de recherche? Alors là, on va dire que c'est pour la transmission de la connaissance en faisant une vidéo, puisque c'est ce que je suis en train de faire. Mais un autre but de recherche aurait pu être juste satisfaire ma curiosité. C'est aussi un but de recherche. Alors, normalement, quand c'est un sujet complexe, je dois faire un plan pour classer mes idées. Là, en l'occurrence, c'est un sujet simple. Je n'ai pas réellement besoin de faire un plan pour classer mes idées. Mais comme vous l'avez vu, dans le cas où ça aurait été donc un sujet complexe, admettons que je serais parti dans l'étude de toute l'œuvre de Demon Slayer, eh bien, voici un exemple de petits plan que j'aurais pu établir. En grand 1, les influences mythologiques. En grand 2, les influences historiques. Et en grand 3, les influences culturelles japonaises. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Dans le grand 1, j'aurais pu trouver des sous-parties. Première sous-partie, les yokai. Deuxième sous-partie, les kami. Je sais pas s'il y a des références à des yokai, je pense que oui. À des kami, je n'en suis pas sûr. C'est vraiment un exemple que je vous propose. Troisième partie, les démons. Sont-ils inspirés des Oni, etc. Ensuite, dans la deuxième grande partie, j'aurais pu me poser des questions sur l'utilisation des sabres. Faire une comparaison, par exemple, entre les sabres historiques et les sabres du manga, pourquoi pas. Peut-être des éléments de recherche sur l'ère Taisho, puisqu'on sait que la période représentée dans le manga, c'est l'ère Taisho. Et j'aurais pu encore faire une troisième sous-partie, etc. Et là, pour les influences culturelles japonaises, bon, j'ai pas trop d'idées, mais j'aurais pu encore faire 3 sous-parties. Ce qui est assez valorisé à l'université, en tout cas en France, c'est de faire des plans en 3 parties, 3 sous-parties. Donc 3 grandes parties et 3 sous-parties par grande partie. C'est en tout cas ce qui était valorisé quand moi je faisais mes études en histoire. Donc voilà, qu'est-ce qui a inspiré cette œuvre? Et là on aurait pu faire, dans le cas où ça avait été un sujet complexe, comme je l'ai dit,
un développement dans un plan. Là, en l'occurrence, je fais un sujet simple, donc je ne vais pas m'embêter à faire un plan, mais je voulais quand même vous en présenter un pour que ça vous donne une idée, pour que ça vous donne un exemple au cas où. Donc on part dans la, maintenant, troisième grande partie de ma méthode de recherche, c'est la recherche documentaire. Donc, en 3, on passe à la recherche documentaire. Où puis-je trouver des informations? C'est une question que je dois me poser. Eh bien, tout simplement sur Internet, dans les livres, dans les bibliothèques. Si vous avez des professeurs, ça peut être aussi des sources d'informations à ce propos. Voilà. Ensuite, quelle stratégie de recherche je vais mettre en place? Est-ce que je vais faire une recherche par mots-clés, par consultation de bibliographie, de cytographie, etc. Là, en l'occurrence, je vais faire une recherche par mots-clés. Donc, ça va être très simple, ma recherche. Alors, attendez 2 secondes. Oui, si c'est bon, je l'ai remis à 0. Parce que j'avais déjà fait des petits tests. En fait, j'avais déjà fait une première version de la vidéo, sauf que ça ne me convenait pas, donc je la retourne une seconde fois. Bref. Recherche par mots-clés, je disais. Donc la recherche par mots-clés va être très simple, c'est masque long nez japonais. Et je vais vous l'expliquer maintenant aussi. Un moteur de recherche comme Google n'a pas besoin qu'on lui écrive des phrases. Au contraire, ça peut même perturber la recherche. N'écrivez pas des phrases complètes, écrivez les mots-clés. Les mots-clés, je ne sais pas comment le dire autrement, oui, juste les mots qui vous paraissent importants. Donc là, je veux parler d'un masque qui a un long nez et que je suppose être dans la culture japonaise. Donc, c'est ce que je vais écrire. Et puis, ensuite, à partir du résultat, je vais faire des recherches sur des sites spécialisés, des ouvrages spécialisés. Mais d'abord, cette recherche générale. Donc, il ne faut pas que j'oublie. C'est ce que j'avais oublié de faire dans la première version de cette vidéo. J'avais oublié de switcher entre les écrans. Et du coup, ça m'avait gâché toute la vidéo, malheureusement. Parce que comme vous le savez, ce ne sont pas des vidéos scriptées. Et donc, des fois, je fais des erreurs puisqu'il n'y a pas de script. Du coup, moi, je dois faire quoi? Écran, je veux... Oui, mais non, c'est bon. J'ai pas besoin de switcher d'écran, là. J'ai juste besoin... Oui, c'est bon. Ok, j'ai juste besoin de faire ma recherche sur Google. Ouais, je veux juste pas faire d'erreur. Donc, masque, long nez, japonais. Alors, en tapant cela, masque long nez japonais, on a un résultat avec notamment des images et on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup au masque que porte Uroko Daki dans Demon Slayer. Et on nous dit que c'est un masque de Tengu. Masque de Tengu, masque de Tengu, masque de Tengu, etc. Ok, donc on suppose que ce masque représente un Tengu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Tengu? On va cliquer, nous, sur l'article Wikipédia pour avoir, comment dire, une définition au moins générale, même si peut-être pas tout à fait fiable, on ne le sait pas, mais en tout cas au moins une définition générale de ce que cela peut être. Les Tengu sont un type de créatures légendaires de la religion populaire japonaise, et ils sont aussi considérés comme des dieux shinto, kami, ou comme des yokai. Bon, en tout cas on comprend que c'est une créature surnaturelle du folklore japonais ou de la mythologie japonaise. Ça au moins on comprend. Bien que leur nom contienne le mot chien comme le nom chinois Tiangu, les Tengu à l'origine prenaient la forme de rapaces et ils sont traditionnellement représentés avec des caractéristiques à la fois humaines et aviaires. Les plus anciens Tengu sont dépeints avec des becs, mais ce trait a souvent été humanisé en un nez anormalement long, qui est actuellement largement considéré comme la caractéristique définissant le Tengu dans l'imaginaire populaire. Ok, donc l'article Wikipédia nous dit que c'est une créature surnaturelle, qui apparaît dans la mythologie japonaise et qui peut-être aurait une origine dans la mythologie chinoise. Mince, j'ai cliqué, c'est pas ça que je veux faire. Je veux vous montrer une petite représentation. Donc celle-ci, là on a un Tengu, mais vous voyez une version ancienne du Tengu dans le sens où il est représenté avec un bec et non pas avec un long nez. Là on a des masques de Tengu avec un long nez. Et ces masques ressemblent beaucoup aux masques de Sakonji Urokodaki que l'on a dans Demon Slayer. Donc ça a l'air de coller, ça a l'air de correspondre. On a bien affaire à un masque de Tengu, je pense, dans Demon Slayer. Là, on a une autre représentation d'un Tengu. Donc ça, c'est une représentation assez célèbre. Enfin, c'est célèbre. C'est Toriyama Sekien qui l'a dessiné. Et Toriyama Sekien, c'est quelqu'un qui est plutôt connu. Il faisait des estampes. Et il a notamment fait des estampes à propos du Gazu Yaki Yagyo, donc cortège nocturne des 100 démons. Et vous voyez, on peut y avoir accès sur Wikipédia, c'est gratuit, libre de droit, et regardez ça un petit peu. On a
tous ces dessins qui concernent les yokai. Là, par exemple, on a un kappa, et là, on a un ekomata, mais c'est écrit de toute façon en dessous, on a un ekomata, donc c'est un chat avec une queue double. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous connaissez Pokémon, Mentali est inspiré d'une ekomata, vous voyez, sa queue est double à Mentali. Là, on a Yamauba, et nous, regardez, notre Tengu, il est là. Donc, bref, c'était juste pour faire une petite digression à propos de Toriyama Sekién, qui a dessiné pas mal de yokai. Je reviens à notre sujet. Hop. Donc, maintenant que nous savons que nous avons affaire à un Tengu, à un mas de Tengu, on va pouvoir continuer notre recherche. Mais avant de poursuivre, on va essayer d'identifier les informations que nous venons voir et le site que nous avons utilisé. Donc on va utiliser l'identification SNATSI. Donc SNATSI pour source, nature, auteur, date, sujet, intérêt. Et donc c'est parti. La source que l'on vient de consulter, eh bien c'est l'article Wikipédia sur le Tengu. La nature de cette source, le document, la nature du document en question, c'est un site internet, c'est un article de site internet donc, et c'est une encyclopédie en ligne collaborative. L'auteur, il est anonyme, c'est une encyclopédie collaborative, donc probablement un collectif qui a travaillé sur cet article, et pas moyen de savoir si ce sont des experts ou non. Date, eh bien la dernière modification de cette page a été faite le 14 avril 2024 à 19h53, le jour où je l'ai consulté pour remplir cette petite fiche, donc là, que vous avez sous les yeux. Le sujet, bah bien c'est le sujet de l'article, c'est le Tengu, donc ça nous va très bien. Ensuite, je m'interroge sur l'intérêt et les limites de cet article. L'intérêt, c'est que c'est facile d'accès, rapide à trouver, et la bibliographie peut être intéressante. Mais difficile d'évaluer la qualité de l'information, surtout si on n'a aucune connaissance sur le sujet. C'est-à-dire que si vous avez des connaissances préalables, vous allez pouvoir peut-être identifier ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si vous n'en avez pas, vous allez potentiellement être induit en erreur s'il y a des erreurs dans l'article. Donc à propos de la bibliographie, effectivement, ce qui est intéressant dans un article Wikipédia, c'est d'aller voir les références et de voir les ouvrages qui ont été utilisés. Assez souvent, on tombe sur des ouvrages de référence. Donc si vous arrivez à trouver l'ouvrage en bibliothèque, par exemple, et bien du coup, peut-être que vous allez pouvoir consulter directement l'ouvrage de référence qui a permis d'écrire l'article, et donc ce sera une information peut-être de meilleure qualité. Peut-être, voilà. Donc ça peut être intéressant quand même à consulter, c'est la bibliographie. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Une fois que j'ai identifié, donc j'ai fait l'identification du document et de l'information, je passe à la catégorie validité. Intention de l'émetteur, eh bien c'est de transmettre des connaissances puisque c'est une encyclopédie. L'expertise de l'auteur, eh bien ça c'est pas possible de l'estimer, nous ne savons pas qui a travaillé sur cet article. Le document support, donc c'est le site internet Wikipédia. Hein. La valeur, eh bien porte d'entrée sur un sujet. Regardez les références en bas de l'article pour pouvoir estimer la fiabilité de l'article. Est-ce que des ouvrages de référence ont-ils été utilisés? Et par contre, il faut quand même se méfier, même si des ouvrages de référence ont été utilisés, cela ne signifie pas que l'article est forcément de bonne facture. Il peut y avoir une déformation entre l'ouvrage cité et l'article écrit. Donc on reste méfiant. Même si on est bien d'accord que Wikipédia, c'est quand même, je trouve, comme je dis, une bonne porte d'entrée sur de nombreux sujets. Ça permet quand même de faire un tour d'horizon de beaucoup de sujets sans se prendre trop la tête. Et donc du coup, ça reste quand même une encyclopédie en ligne intéressante, je trouve. Wikipédia. Voilà. Pertinence. Lien avec mon but de recherche? Oui. Est-ce que je comprends l'information? Oui. Parce qu'effectivement, si vous trouvez un article scientifique ultra pointu que vous comprenez rien, ben, ça sert à rien. Il faut vraiment que vous trouviez quelque chose que vous êtes capable de comprendre, sinon ça mène nulle part. Je prends des notes et je cite mes sources selon les normes bibliographiques. Donc, admettons que je prends des petites notes. Donc, sur les notes que j'aurais pu prendre, la seule chose que je veux retenir, parce que le reste, je ne suis pas sûr des informations. Oups. Non, je me trompe. Attendez, c'est pas ça que je veux faire. Couleur de police. Rouge. Non. Alors attendez, si j'écris comme ça, moi je veux le mettre en rouge ensuite.
Voilà, est-ce que c'est le même rouge? Non, c'est pas le même rouge, faites exprès. C'est quel rouge qu'il me faut, moi? Peut-être celui-ci. Hop. Bref, peu importe le rouge que je vais utiliser celui-ci, c'est pas grave. Donc si je prends des notes, j'aurais retenu que créature surnaturelle du folklore japonais. Je vais retenir essentiellement ça, parce que le reste ne m'intéresse pas. Et ça me permet quand même d'avoir l'information principale. Qu'est-ce que c'est? Le masque représente quoi? Un tengu. Qu'est-ce qu'un tengu? Une créature surnaturelle du folklore japonais. Bon, on va essayer d'aller plus loin tout de même. Alors, une fois que j'ai pris donc des notes, donc là, la note que j'ai prise, c'est ça, il faut aussi que je cite mes sources selon les normes bibliographiques en vigueur. Donc là, voici ce que ça donnerait. L'auteur, c'est collectif. Le titre de l'article, Tengu, entre parenthèses folklore, hein, c'est comme ça que c'est écrit sur l'article, si je me souviens bien. Voilà. L'adresse du site, consulté, voilà. Et la date de consultation. Donc là, je l'ai consulté le 24 juin 2024. C'est le jour où donc j'ai fait cette petite fiche méthode. En même temps, j'ai consulté les sites. Et si vous voulez... voilà. Ça, c'est mes normes bibliographiques. J'en ai toujours un modèle pour donner un exemple. Donc, j'ai le modèle pour un livre, pour un article de revue, pour un site internet. Voilà. Donc, je vous ai donné des exemples. Donc là, par exemple... Barthélemy Dominique, nom de l'auteur, le Moyen-Âge comme mythologie, le titre de l'article, le site internet, l'adresse URL et la date de consultation. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque quand j'avais écrit mon mémoire de recherche, c'est pour ça qu'il est écrit 16 novembre 2019. C'est quand je faisais mon mémoire de recherche sur la figure chevaleresque. Donc voilà les normes bibliographiques que j'utilise et qui sont valables notamment à l'université, mais aussi au collège ou au lycée, c'est ce qu'attendent vos professeurs. Alors après, sur la norme bibliographique, il peut y avoir des petites variantes, mais globalement, c'est ça. Hein. Alors je reviens sur... Voilà. Et maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Un autre site, à une autre source. On a utilisé Wikipédia. On sait qu'on a affaire à un Tengu. Donc maintenant, je vais taper recherche Tengu. Et je vais faire la recherche sur un site que je connais qui s'appelle yokai.com. Donc je vais juste taper. Admettons que je suis un passionné de yokai, je ne connaissais pas du tout le yokai, mais que je connaissais ce site. Je vais aller donc sur ce site-là. Ça s'appelle yokai.com. La personne qui tient ce site, on va en reparler, n'est pas un professionnel, il ne se revendique pas comme étant un expert, mais quand même son travail est de bonne facture, je trouve, et on peut trouver des éléments intéressants. Donc bon, bah là super, on est dans la catégorie Tengu, donc très bien. Et donc, je vais cliquer sur le Dai Tengu parce que regardez, il y a plusieurs catégories de Tengu. Hein. Il y a plusieurs espèces de Tengu. Regardez, Kawa Tengu, Ko Tengu. Mais regardez, si on regarde le Ko Tengu, il n'est pas représenté, il ne ressemble pas à notre masque. Le Kawa Tengu non plus. Lui, il ressemble un petit peu avec son long nez, mais lui, il y ressemble davantage, là, le Dai Tengu. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Alors oui, le site est en anglais, mais c'est pas bien grave. Il y a une fonction toute simple à utiliser, c'est traduire en français. C'est une traduction relativement approximative, mais franchement, ça fait le taf quand même pour ce qu'on veut. Donc voilà la représentation déjà. Regardez, on a bien la tête rouge avec le long nez. Donc on retrouve bien le masque de Urokodaki là-dessus. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il en est. Alors, la traduction littérale, c'est Grand Tengu pour Dai Tengu. Donc, ils sont généralement désignés par leur nom individuel, habitat, sommet des montagnes élevées et reculées. Si je me souviens bien, parce que c'est un petit moment moi que j'ai regardé l'anime de Demon Slayer, mais il me semble bien que Urokodaki habite dans la montagne, un petit peu comme un ermite. Et donc, ça colle bien en plus avec sommet de montagne élevée et reculée. Alors, évidemment, Urokodaki, c'est un humain, c'est pas un Tengu, mais il porte un masque de Tengu et il vit en tout cas dans le même genre de milieu. Régime alimentaire. De nombreux individus ont des aliments préférés ou des régimes alimentaires religieux stricts. Ok. Apparence. Les Dai Tengu sont beaucoup plus grands et plus imposants que les Ko Tengu. Ils apparaissent sous une forme plus humaine, généralement celle d'un homme vêtu de la robe d'un moine ascétique, avec un visage rouge, un nez incroyablement long et phallique. Plus le nez est long, plus le Tengu est puissant. De grandes ailes emplumées poussent sur leur dos. Il est rare qu'ils apparaissent sous la forme aviaire plus primitive du petit Tengu. Donc, des caractéristiques plus humaines et moins aviaires donc. Hein.
Comportement, les Daitengu vivent une vie solitaire sur des sommets reculés, loin de l'humanité, c'est un petit peu ce que fait Urokodaki. Ils passent leur vie en méditation réfléchie, déterminés à se perfectionner, un petit peu comme Urokodaki, je crois, si ma mémoire est bonne. Les Daitengu possèdent plus de fierté, de sagesse et de pouvoir que leurs cousins Kotengu, bien qu'ils puissent aussi être tout aussi sauvages et imprévisibles. Cette sauvagerie combinée d'intelligence rend les Daitengu plus dangereux. Ok. L'un des guerriers les plus célèbres du Japon, Minamoto no Yoshitsune, aurait appris l'escrime auprès du roi Tengu, Sojobo. Ok, donc Minamoto no Yoshitsune, c'est le commandant militaire des armées des Minamoto lors de la guerre de Genpei. Donc la guerre de Genpei oppose les Taira aux Minamoto, et les Minamoto vont l'emporter, notamment grâce à ce grand commandant qui est Minamoto no Yoshitsune. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un grand commandant. Il a plusieurs victoires à son actif. L'histoire donc de l'opposition entre les Minamoto et les Taira est racontée notamment dans le Heike Monogatari. Évidemment, c'est un récit qui est romancé, mais c'est un récit intéressant à découvrir. C'est entre la fiction et l'histoire, si vous voulez. Il y a une part de légende et une part de vrai dans le Heike Monogatari. Bref, et Minamoto no Yoshitsune est donc un personnage historique qui se retrouve également dans le Heike Monogatari, puisque le Heike Monogatari raconte la guerre de Genpei dans une version romancée. Donc bref, c'est intéressant parce que du coup, il est question de Minamoto no Yoshitsune qui aurait appris l'escrime auprès du roi Tengu Sojobo. Et nous, on a, comment il s'appelle ? On a Kamado Tanjiro qui apprend... qui s'entraîne, qui apprend le maniement du sabre avec Urokodaki. Donc on peut presque faire un parallèle entre Kamado Tanjiro et Yoshitsune. Enfin, n'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, mais c'est quand même intéressant de découvrir ceci. Donc, les Tengu qui visiblement peuvent servir de maître à des humains. Et là, donc, on a Urokodaki qui entraîne Kamado Tanjiro, comme on a Sojobo qui entraîne Yoshitsune, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle. Bref, mais on va rester au Daitengu, on va pas davantage pousser la recherche, je vois qu'on est déjà à 27 minutes d'explication, donc je vais essayer d'avancer un petit peu. Mais il y a vraiment, vous voyez, on part d'un sujet, le masque de Urokodaki, et tout de suite, on peut rebondir sur plein de sujets et arriver à faire d'autres parallèles. C'est ça qui est vraiment fabuleux, quand on commence à chercher un petit peu, à faire des petites recherches, on s'aperçoit de la richesse d'une œuvre, et on s'aperçoit de la richesse culturelle de Demon Slayer. Donc je continue. On reste focus sur le masque et je vais essayer de ne pas me redisperser sur ces histoires de Yoshitsune et compagnie. Donc on a des éléments supplémentaires sur le Tengu. On peut supposer donc que le masque de notre... Là, on peut confirmer que le masque de Sakonji Urokodaki est un masque de Tengu. Peut-être plus vraisemblablement qui fait référence à un Daitengu, pourquoi pas. En tout cas, on retrouve les caractéristiques similaires. Donc là, on va se poser les mêmes questions qu'on avait fait pour le site Wikipédia, sur le site yokai.com. Donc, la source, c'est le site yokai.com. La nature, je vais essayer d'aller vite pour pas trop traîner. Donc, la nature, c'est un article d'un site internet. L'auteur, c'est Matthew Meyer. La date. Donc, pour trouver l'auteur, hein, il suffit d'aller dans... Où est-ce que comment j'avais fait ? Je crois que j'avais fait à propos de yokai.com et information... Non. Je crois que c'était information sur le droit... Voilà. Là, tu as des informations sur le site. Et là, vous avez sur... dans la FAQ, il y a d'autres éléments qui nous permettent d'identifier l'auteur. Donc du coup, c'est comme ça qu'on fait pour essayer de trouver si le site est fiable ou non. Donc là, je disais l'auteur Matthew Meyer, date régulièrement mise à jour, puisque en bas du site, on voit que c'est écrit 2024. Ensuite, le sujet du site en général, c'est les yokai. Donc c'est un site spécialisé à ce propos. Et l'article qu'on a utilisé, c'était à propos du Tengu, et même plus précisément du Dai Tengu. Il y a plusieurs versions de Tengu. L'intérêt et les limites de ce site, de cet article, c'est un travail sérieux. Je trouve que c'est un travail vraiment sérieux, mais non universitaire. Donc l'auteur ne se revendique pas comme étant un véritable spécialiste. Pour autant, c'est un travail sérieux. Validité, intention de l'émetteur. Transmettre des connaissances. Ok. Expertise de l'auteur. Ce n'est pas un spécialiste, mais je pense qu'on peut parler d'un amateur éclairé. Document support, donc c'est un site internet. Valeur, c'est une encyclopédie en ligne très intéressante.
je pense qu'on peut y accorder du crédit. Pertinence, lien avec mon but de recherche, oui. Est-ce que je comprends l'information? Oui. Alors, c'est en anglais. Donc, je comprends un petit peu l'anglais de base, mais comme je vous l'ai montré, même si c'est en anglais, en utilisant la fonction traduire en français, même si c'est une traduction approximative, ça tient quand même la route, j'ai l'impression. Pour le peu que je connais l'anglais, j'ai l'impression que ça colle avec la traduction qu'on a ici. Donc c'est bon, oui, on comprend l'information. Je prends des notes. Eh bien, si je prends des notes, pardon, eh bien, on pourrait dire que les caractéristiques du Dai Tengu, plus précisément, du Dai Tengu, correspondent donc bien à notre personnage, Urokodaki. Bref, en gros, on avait dit que l'habitat, c'était... je rédige pas la note en entier, c'est pour aller plus vite. Hein. On avait dit que l'habitat de Dai Tengu correspond plutôt bien à l'habitat donc de Sakonji Urokodaki, que en plus le Dai Tengu pouvait se comporter comme un maître. Non, c'est pas le Dai Tengu, c'est Sojobo. Bref, c'était quand même un Tengu en tout cas. Les Tengu peuvent être des maîtres pour les humains, là c'est le cas. Même si Urokodaki, on sait que c'est un humain, bien sûr. Mais il a été le maître de Kamado Tanjiro, donc sans trop gratter dans cette direction-là, on en est sûr maintenant. Le masque porte Urokodaki, c'est le masque d'un Tengu. Je cite donc la source, Meilleur Matthew, Dai Tengu, c'est le titre de l'article, l'adresse URL est consultée le 24 juin 2024. Je répète, hein, si vous avez des questions, s'il y a des éléments sur lesquels je ne suis pas clair, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Ensuite, dernière source que je veux utiliser, c'est le livre Yokai Fantastique Art Japonais de Brigitte Koyama Richard. Donc, vue du dessus, ouais, on va mettre celle-ci. Donc je vais juste décaler ce petit ouvrage et je vais ouvrir celui-ci. Donc normalement, j'ai mis des... Ouais. Voilà. Hop, j'ai mis des petits marque-pages. Donc là, on a un article. Tout un article sur les Tengu dans cet ouvrage, avec en plus des représentations tout à fait intéressantes à leur propos. Donc là, on a les Tengu. Je vais peut-être vous lire quelques passages, pourquoi pas. La littérature et l'art fantastique du Japon regorgent d'histoires de Tengu. Ok, donc le Tengu, c'est une créature populaire, visiblement. Le Tengu, dont le nom d'origine chinoise signifie chien du ciel, viendrait de la tradition de la Chine ancienne où il désignait une sorte de démon des montagnes. Ok. Il fait aussi partie des démons de la mythologie japonaise. Demeurant dans les arbres au cœur des forêts, il est ailé comme des oiseaux. Dans le Konjaku Monogatari Shu, histoires qui sont maintenant du passé, il ressemble à une sorte de Milan. Doué de pouvoirs surnaturels, il suscite des apparitions fantastiques. Le célèbre rouleau satirique Zegaibo et Kotoba, l'histoire illustrée du Tengu Zegaibo, lui donnera une forme semi-humaine ayant gardé de l'oiseau que les griffes, les ailes et le bec. Dans une imagerie plus récente, le Tengu est représenté avec un nez démesurément allongé et une face très rouge. Ça, c'est intéressant. Dans une imagerie plus récente, Tengu représenté avec un nez démesurément allongé, une face très rouge. Ça correspond bien au masque de Sakonji Urokodaki. Redoutables, les Tengu sont des esprits de défunts réincarnés sous cette forme et les humains doivent prendre garde de ne pas se laisser duper par eux, car ils sont très habiles. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour tromper les religieux bouddhiques. Dans le Konjaku Monogatari Shu, on trouve plusieurs récits pleins d'humour sur les Tengu. Ok. Donc là, je passe. Est-ce qu'on a d'autres éléments? Le voyage du Tengu chinois Chiranoyu au royaume du Japon est un autre récit du même recueil. Non. Ouais, donc là, on a des représentations de Tengu, vous voyez. Là, on en a des représentations plutôt anciennes. Je suppose, en tout cas. Là, on a d'autres représentations. Ok. Là, on a encore des représentations. Donc là, c'est assez intéressant. Est-ce que... Attendez.
les Tengu... Ah voilà, c'est ça. Parce que forcément, le Tengu, il a plusieurs fonctions. Et là, on disait que le Tengu pouvait jouer des mauvais tours. Et là, regardez, il y a quelque chose d'intéressant. C'est les Tengu peuvent aussi jouer un rôle protecteur vis-à-vis d'un humain. Ce fut le cas pour le jeune Ushi Wakamaru, personnage dont la renommée est passée à la postérité. Il est le fils de Minamoto no Yoshitomo, du clan des Genji qui s'opposait à celui des Taira, appelé aussi Eike. Donc, le clan des Minamoto... Eh ben, son autre nom, c'est le clan des Genji, et le clan des Taira, son autre nom, c'est le clan des Heike, mais on parle bien de la même chose. Donc du coup, fils de Minamoto no Yoshitomo de la belle Tokiwa Gozen, son père tenta de prendre le pouvoir, mais échoua et fut tué. Sa mère fut alors capturée par Taira no Kiyomori, du camp adverse. Le sort des femmes de haute lignée en deuil de leur époux était alors tragique. Elles ne pouvaient que se retirer dans un monastère où elles se laissaient souvent périr de chagrin. Alors, moi je veux savoir la suite sur... Mais, alors attendez, Tokiwa Gozen accepta de sacrifier son honneur et de devenir la concubine de Kiyomori pour sauver ses enfants du massacre, mais devant la vigueur d'Ushi Wakamaru, qui n'avait alors que 6 ans, Kiyomori craignit qu'un jour il ne cherchât à se venger et voulut s'en débarrasser. Sa mère, pour lui sauver la vie, le confia au religieux Tokobo du temple Kurama, où il resta pendant 11 ans et apprit les textes religieux. En se promenant dans la forêt près du temple, il rencontra Sojobo, le maître des Tengu, qui lui proposa de lui apprendre le maniement des armes. Donc en fait, le personnage là, qui est appelé Ushi Wakamaru, c'est le futur Minamoto no Yoshitsune, mais qui ne porte pas encore ce nom. C'est donc entouré de nombreux Tengu, dont les 8 plus célèbres du Japon, qu'il se perfectionna et devint l'un des plus valeureux guerriers. Dans cette œuvre, on voit le jeune Ushi Wakamaru se rendre dans les 6 voies des enfers, puis dans le paradis bouddhique, où il a la joie de rencontrer son père Minamoto no Yoshitomo, qui avait atteint la félicité. Alors, à l'âge adulte, Ushi Wakamaru quitta le temple pour aller venger son père. Et ok. Et là, ce fut la célèbre rencontre entre Ushi Wakamaru, que l'on allait désormais appeler de son véritable nom Minamoto no Yoshitsune. Donc c'est bien Minamoto no Yoshitsune dont il est question. Donc là, on a encore une représentation avec des Tengu, voilà, sur cette image. Là, on a encore des Tengu ici, un Tengu là. Je veux juste vous montrer les représentations. Est-ce qu'on en a encore? Non, là, on n'en a plus. Donc, dans cet ouvrage, confirme les quelques informations qu'on avait trouvées sur les sites précédents. C'est une créature surnaturelle du folklore japonais. Il a une forme mi-homme, mi-oiseau. Il peut se montrer bienveillant à l'égard des humains et notamment les entraîner, puisque là on voit que Minamoto no Yoshitsune a bien été pris comme disciple par Sojobo, donc le roi des Tengu. On le retrouve dans cet ouvrage comme on l'avait trouvé sur le site yokai.com. Et du coup il est devenu un valeureux guerrier grâce au Tengu donc. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle qui m'est venu à l'esprit, de faire le parallèle entre Minamoto no Yoshitsune et Kamado Tanjiro, et de l'autre côté, on a Urokodaki et Sojobo. Voilà. Donc, voilà pour cet ouvrage, et on va revenir maintenant à... Hop, voilà. Maintenant, on va faire l'identification du document et de l'information. Donc, source... Donc c'est un livre, c'est le livre qu'on a sous les yeux, hein, bien sûr. Donc Yokai Fantastique Art Japonais. Nature, c'est un document écrit, c'est un livre. Auteur, Koyama Richard Brigitte. Date, donc l'édition, c'est 2017. Le sujet, donc là en l'occurrence, le sujet de l'article que je vous ai présenté du passage, c'est les Tengu. Mais sinon, ce sont les yokai dans l'art japonais. Intérêt et limites. Ouvrage de vulgarisation écrit par une professeure d'université. Donc c'est un ouvrage, je pense, de grande qualité. J'en suis même sûr. Je peux quasiment l'affirmer. Je l'ai lu, l'ouvrage, effectivement, on a affaire à quelque chose de... C'est solide, quoi. Validité. Après, moi, je suis pas un expert en la matière, donc bon, c'est relatif. Mais moi, de mon avis, c'est un très bon ouvrage de vulgarisation écrit par une professeure d'université. Validité, intention de l'émetteur. Donc, c'est vulgariser, donc transmettre l'information pour le plus grand nombre, d'où l'ouvrage. Expertise de l'auteur. On a affaire à une professeure en littérature comparée et histoire de l'art qui enseigne à l'université Musashi de Tokyo. Brigitte Koyama Richard est docteur en littérature comparée et elle a une expertise dans le domaine de la culture japonaise. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux
comme auteur. Là, je pense qu'on peut, on peut croire ce qui est écrit dans cet ouvrage les yeux fermés, même si il faut toujours garder son esprit critique. On est quand même plutôt bien là avec cet ouvrage. Donc document support, donc c'est un livre de vulgarisation. La valeur, ouvrage d'une experte, donc je pense d'une grande valeur. On peut toujours être méfiant, mais je pense pas qu'on puisse bien se tromper. Pertinence, lien avec mon but de recherche, oui. Est-ce que je comprends l'information? Oui. Je prends des notes. Alors, j'en ai pas pris des notes, mais en gros, ça confirme ce qu'on a vu. On peut ajouter que, effectivement, Tengu égale créature du folklore japonais, mi-homme, mi-oiseau. Mi-homme, mi-oiseau. Qui peut jouer des mauvais tours, qui peut... très puissant, on a lu. Très puissant. Très puissant et habile. Pouvant jouer des mauvais tours, mais aussi pouvant protéger et mordre et aider les humains. Oui, j'ai dit mordre parce que je continue de savoir si je dois mettre mordre mordu, vous savez, pour savoir si on met ER ou E à la fin. Voilà, mais aussi pouvant protéger les humains, protéger et aider les humains. Quoi d'autre? Vivant dans les montagnes, ça on l'a revu encore, vivant dans les montagnes. Apparemment originaire de... originaire de Chine, cette créature, avant de venir dans le folklore japonais. Quoi d'autre? Dans les représentations récentes, on sait que du coup, effectivement, face rouge avec long nez. Donc on retrouve ce qu'on a sur le masque. Ok, donc ça nous fait pas mal de choses, là, on a pas mal d'éléments, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah oui, un petit élément supplémentaire. Écran cam, non, faut que je remette vue du dessus. Parce que regardez, j'allais oublier. Hop. Il y a un glossaire à la fin, et donc du coup, il y a une petite définition un petit peu plus brève, donc de Tengu. Hop, voyons voir. Je vais vous la lire, où est-ce qu'elle est? Tengu, ici. Alors, c'est juste là, Tengu, je vais vous la lire, la petite définition qui est donnée dans le glossaire. Nom chinois qui signifie chien du ciel. Il viendrait de la tradition de la Chine ancienne où il désignait notamment une sorte de démon des montagnes. Le Tengu est une des catégories de démons de la mythologie japonaise. Dans une imagerie plus récente, il a un nez démesurément allongé. Ok, donc là on a vraiment une petite définition qui nous permet vraiment de comprendre de quoi il s'agit de manière bref, simple et claire. C'est concis, voilà. Donc je vais vous montrer ça en supplément. Ok, donc maintenant que je vous ai montré ça, on revient ici. Et donc on va faire, là encore, la bibliographie de l'ouvrage. Donc nom de l'auteur, suivi de son prénom, le titre en italique, le lieu de l'édition, l'éditeur, la date d'édition et le nombre de pages. Voilà, donc je suis encore une fois mes normes bibliographiques. Hein. Donc là c'est pour un livre. Nom, prénom de l'auteur, titre du livre, lieu d'édition, nom de l'éditeur, date d'édition, nombre de pages. Voilà, donc pour la bibliographie. Ok, donc une fois que j'ai fait mes recherches, on a trouvé tout ce qui nous intéressait, eh bien je peux faire une petite synthèse de mes notes. Donc là en l'occurrence, qu'est-ce que je dirais? Ce qu'on a déjà dit, hein. Mais on va répondre plus précisément à ce qu'on voulait. Alors, le masque que porte Urokodaki est un masque de Tengu. Le Tengu est une créature surnaturelle du folklore japonais. D'après Koyama Richard, comme ça on se couvre, d'après Brigitte Koyama Richard, Koyama Richard, il s'agit d'une sorte de démon. Il est possible aussi... Mince. Il est possible
aussi de le considérer comme un yokai. Si on fait la petite distinction entre l'utilisation du mot démon et de yokai. Donc bref, le Tengu, parce que effectivement je vous ai montré ces ouvrages-là, mais je peux vous proposer d'autres ouvrages. Et en fait, vraisemblablement, on peut considérer le Tengu comme un yokai. Donc le Tengu, c'est un yokai, et eh bien, le masque que porte Rokodaki, ben, c'est un masque de Tengu, qui représente donc ce yokai. Oui, parce que, en gros, Brigitte Koyama-Richard, elle essaye de faire la différence entre Yurei, les revenants, Oni, les démons, et les yokai. Elle en parle où? Et mais là, le Tengu, il le considère pas comme un Oni, hein, j'ai l'impression tout de même. Je veux pas trop rentrer dans ce détail-là, mais démon malin qui agit dans le but de nuire, ouais. Mais je pense que elle doit le classer du côté des yokai, à mon avis. Bref, de toute façon, je veux pas trop avancer là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, il s'agit d'une sorte de démon. Il est possible de le considérer comme un yokai. Moi, je considère le Tengu, hein, pour vous le dire directement, moi, le Tengu, je considère comme un yokai. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, on peut considérer les yokai comme des sortes de démons. Pour autant, comme je vous disais, Koyama Richard fait la différence entre les Oni et les yokai. Elle fait deux catégories différentes, et les Yurei, les revenants. Alors que des fois, on classe toute créature surnaturelle dans les yokai, elle veut faire la différence. Mais bref, j'en dis pas plus à ce propos, et comme je vous dis, là, le Tengu, considérons que c'est un yokai. Donc voilà pour les ouvrages et les sites internet qu'on a utilisés. Donc je vous disais, après résultat de la recherche, je fais une synthèse de mes notes, je structure ma réponse dans un plan, on n'en a pas fait mais c'est pas grave, on voulait juste trouver une information, je choisis un format de diffusion, dans le cas où je veux diffuser l'information, donc là du coup en l'occurrence c'est une vidéo, on a fait la recherche ensemble, et je n'oublie pas de faire ma bibliographie. Donc là pour faire ma bibliographie, il suffit que je reprenne tous les ouvrages et sites que j'ai mis et que je les mette là à la fin. Je voulais, avant donc de terminer cette vidéo, qui est bien plus longue que ce que je croyais, mais c'est pas grave, j'espère qu'elle vous sera utile. Je voulais vous montrer deux autres ouvrages que j'aurais pu utiliser. Alors attendez, vue du dessus, voilà. J'aurais pu utiliser ce petit livre, Yokai Attack, guide de survie contre les yokai et autres monstres japonais. Donc, dedans, on a à chaque fois des... Alors attendez, je l'ai mis, hop. Voilà comment se présentent les choses dedans. On a une illustration et on a, disons, la carte d'identité du yokai en question. Et regardez, là on retrouve encore un masque de Tengu comme celui que porte Urokodaki. Et donc par exemple, qu'est-ce que nous avons? Hanadaka Tengu. Donc là, prononciation, donc Hanadaka Tengu, ok, en français ça signifie Tengu à long nez. Taille 1m80 et plus, ok. Signe distinctif, nez énorme, grandes ailes emplumées, peau rouge, se déplace pieds nus avec des sabots guetta à une seule barre. Ah, je me souviens pas si Urokodaki a des guetta à une seule barre. Mais intéressant. Armes offensives, arts martiaux basés sur les armes, notamment l'escrime, capacité de générer des vents puissants à l'aide d'éventails de plumes, métamorphose et imitation. Donc arts martiaux basés sur les armes, notamment l'escrime, ça c'est intéressant puisque Urokodaki c'est un expert en la matière. Habitat, région montagneuse. Ensuite on a tout un petit texte qui présente le Tengu, je vous lis pas tout. Ça c'était un autre ouvrage que j'aurais pu utiliser. Et quand même c'est un ouvrage qui se présente comme... je sais pas comment dire, cet ouvrage apparaît pas comme un ouvrage entre guillemets universitaire d'experts. Pour autant, ceux qui l'ont fait, ils y ont mis du sérieux et ce qu'on peut trouver à ce propos, c'est quand même valable, c'est convenable. Et juste, ils ont essayé de présenter ça d'une manière un petit peu ludique pour que ça plaise un petit peu à tous les publics, à toutes les personnes, pour que ce soit un petit peu plus, un petit peu plus tout public, j'ai envie de dire. Et donc voilà, des informations quand même très intéressantes dans ce petit ouvrage. Et ensuite, on aurait pu aussi utiliser celui-ci. Donc ça, c'est le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki qui est un grand
grand passionné de yokai qui a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de ces créatures et qui du coup on a même fait un dictionnaire, donc le dictionnaire des yokai. Et donc là aussi, pareil, Shigeru Mizuki, il a passé, alors même si c'était pas un professeur d'université, il a passé une grande partie de sa vie, c'est un auteur de manga, Shigeru Mizuki, il a passé une grande partie de sa vie à les étudier. Donc on peut lui accorder du crédit. Et puis au-delà de ça, de toute façon, dès qu'on a affaire à la mythologie ou à du folklore, plusieurs versions peuvent coexister, donc il est possible effectivement de trouver une info d'un côté, pas la retrouver de l'autre, mais en avoir une autre. Donc c'est bien d'avoir plusieurs sources pour pouvoir comparer un petit peu ce qui est écrit. Mais c'est pas parce que les informations sont différentes que l'une est fausse, l'autre est juste. Dans le folklore et la mythologie, il peut y avoir plusieurs versions qui coexistent de la même histoire, du même conte, de la même légende. Bref, alors attendez, est-ce que j'ai mis un petit marque-page? Oui, j'en ai mis un. Et donc là, regardez, pareil, on a donc une petite illustration et on a un petit texte qui va avec. Et donc, de quoi il est question? Est-ce que je vous lis une petite partie? Lisons à partir de là. Dans la Chine ancienne, on appelait les étoiles filantes renards des cieux. C'est là la première apparition de Tengu, en quelque sorte. Tengu, littéralement, renard céleste. Alors lui, dans cet ouvrage, c'est traduit par renard céleste, alors que tout à l'heure, on disait, c'était chien du ciel, je crois, la traduction, hein, dans l'ouvrage de Koyama Richard, il me semble. Sauf qu'il paraît que Tengu n'existe qu'au Japon et nulle part ailleurs. En tout cas, il a commencé à avoir un impact réel dans la population depuis que se firent connaître les ascètes du culte Shugendo, la voie de l'entraînement et de l'expérience. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Tengu et Kappa sont les plus célèbres yokai du Japon. Et vous voyez, là, le Tengu est clairement décrit comme étant un yokai. Quand j'étais petit, j'étais vraiment persuadé que Tengu habitait au fond de la montagne. Encore aujourd'hui, quand je vois une statue de Tengu sur le mont Takao, par exemple, je me dis que cet être est tellement en harmonie avec ce rude environnement que, sans aucun doute, des esprits de la montagne se transforment en Tengu. Par ses pouvoirs surnaturels, il est comme une sorte de guerrier parmi les yokai divins. Donc voilà ce que nous dit Shigeru Mizuki à propos du Tengu. Donc je n'ai pas fait ni la bibliographie, ni la carte d'identité de ses œuvres, de ses ouvrages, comme je l'avais fait pour les autres. C'était juste du en plus. Voilà, je n'ai pas fait ça là, j'ai pas fait l'identification de l'information. Mais c'est juste pour ajouter 2-3 éléments à ce propos. Je voulais pas que ce se fasse une trop longue liste et que ça prenne trop de temps, déjà qu'on est presque à 1 heure de vidéo. Donc, que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cette méthode de recherche vous sera utile. Je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être que je pourrais faire un copier-coller en description des 3 parties, questionnement préalable, identifier un besoin d'information, et vous mettre tout en description pour que vous puissiez le réutiliser pour n'importe laquelle de vos recherches. Donc je vous mets, comme ça vous aurez à disposition ce document, mais vierge le document, j'enlèverai tout ça là. Je vous donnerai juste le document, comme ça vous aurez la base pour faire les recherches que vous voulez sur ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me partager votre propre méthode de recherche, n'hésitez pas à me demander des suppléments, n'hésitez pas à me demander, je sais pas, ce que vous voulez en commentaire, voilà. Ah, j'avais mis un petit supplément en bas, je viens de le voir. Bon, le petit supplément est très simple, hein, c'est se poser des questions surtout, tout le temps, en utilisant cette technique de questionnement préalable de 3QOCP. Et là, identifier un document, on en a déjà parlé, donc je reviens pas dessus. Donc voilà, que vous dire d'autre? Ah oui, il y a ça que je voulais vous dire. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié faire cette vidéo sur le masque donc, de Sakonji Orokodaki. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Et je me dis que je pourrais le faire sur d'autres sujets. Ce serait à chaque fois une recherche sur un sujet simple, j'ai envie de dire, un élément, une recherche. Et je pense que ça pourrait quand même donner des vidéos plutôt intéressantes. Par exemple, je sais pas moi, un autre sujet de vidéo, ce serait sur un autre élément de Demon Slayer, sur un élément du manga L'Attaque des Titans. Et à chaque fois, je choisirais un élément pour faire une recherche à fond. Parce que là, vous avez vu, on a quand même mené la recherche. On est sûr que le masque de Sakonji Orokodaki, c'est un masque de Tengu. On en est sûr. La recherche, elle était poussée vraiment à fond. Donc si ça vous intéresse, je pourrais refaire le même genre de vidéo, de présentation de méthode, d'application de cette méthode sur d'autres sujets, sur d'autres éléments. Et n'hésitez pas à me proposer d'ailleurs les éléments que vous voudriez
que j'étudie en appliquant cette méthode de recherche. Voilà, donc je vous en dis pas plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Encore une fois, je n'ai fait que vous proposer une méthode de recherche, je ne dis pas que c'est une méthode ultime ou parfaite, loin de là, mais c'est une méthode qui, je vous le dis, peut être utile autant à des collégiens qu'à des lycéens, qu'à des étudiants à l'université. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Cette fois-ci, je vous dis bien à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. C'était le héros de l'histoire pour vous servir.